Le Monde en plus, bonjour Olivier. Bonjour. Alors, sans trop de surprise finalement, au sommet de l'OTAN qui démarre aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Ukraine, mais que peut faire l'organisation au juste? Pas grand-chose, voire même rien. Les attentes de Porochenko sont plus des souhaits, une intention, mais qui ne se traduiront pas par des choses très concrètes. Il y aura la décision d'envoyer un message de fermeté à la Russie, de réactivité aussi. C'est pour ça qu'on parle de la création d'une force d'intervention très rapide, capable de se mobiliser en 72 heures, 5000 hommes environ. Mais en Ukraine, proprement dit, l'OTAN ne mettra pas un orteil parce que c'est une organisation, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui s'appuie sur un traité, et notamment sur l'article 5 de ce traité, qui stipule que les pays membres, que vous allez voir à l'écran, s'engagent tous collectivement, de manière solidaire, à protéger et assurer la sécurité des pays membres. Regardez bien la carte, vous voyez que l'Ukraine n'en fait pas partie. Oui. Elle le souhaite, une demande d'adhésion est à l'étude depuis plusieurs années, mais elle n'en fait pas partie. En revanche, la Turquie, qui est à la frontière de la Syrie, en fait partie. Ça, c'est un autre débat. Mais les pays en bleu sont ceux qui sont concernés par une éventuelle intervention de l'OTAN et l'Ukraine n'en fait pas partie. En revanche, vous voyez ces pays qui sont en train d'être assurés. Il y a une sorte de modus vivendi qui a été trouvé avec la Russie au moment de la chute de l'URSS, qui était de dire que l'OTAN s'engageait à ne pas installer de base militaire permanente, importante, dans les anciens pays de l'Est, la Pologne, les pays baltes, qui sont ici assurés. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, eh bien, c'est de savoir si oui ou non on va faire évoluer ces positions. Concrètement, ce que fait l'OTAN en ce moment, c'est de rassurer ces pays membres qui sont à la frontière de l'Ukraine, la Pologne, les pays baltes qui n'ont pas de défense aérienne, qui régulièrement sont survolés par des avions russes et qui les voient passer en se disant s'ils décident de faire quelque chose, on est quand même, vu le climat, un petit peu inquiet. Donc, une surveillance aérienne est garantie par des chasseurs français depuis avril, des chasseurs néerlandais qui rassurent les Polonais, les Lituaniens, les Baltes, mais encore une fois, pas question d'aller mettre un pied en Ukraine. Alors pourquoi une telle attitude? Pourquoi les propos sont aussi belliqueux de la part de Anders Fogh Rasmussen, le secrétaire général de l'OTAN? Parce qu'au fond, l'OTAN, on ne sait plus vraiment comment elle s'appelle, c'est plus vraiment à quoi elle sert. L'OTAN avait une légitimité, une raison d'être au moment de l'URSS, c'était faire un contrepoids au pacte de Varsovie, à l'URSS. Et avec la chute de l'URSS, on s'est demandé à quoi pouvait bien servir l'OTAN. Elle s'est tellement perdue qu'elle est allée jusque dans les montagnes afghanes pendant 10 ans, déployant 100 000 hommes pour chasser Ben Laden, sous prétexte que les États-Unis étaient attaqués, mais vous voyez bien que l'argument était quand même assez fallacieux. Et au final, cette organisation avait un gros problème existentiel. Et puis là, l'aubaine, voilà que l'Ukraine revient et que eh bien, les réflexes pavloviens peuvent ressortir. Le Kremlin, des missiles, c'est le retour des Popov. Tout le monde en position. On va leur faire voir de quoi on est capable du côté de l'OTAN. Je caricature à peine. Il y a dans l'état-major, notamment des pays comme les Néerlandais, les Britanniques, les Américains, évidemment, qui sont très va-t-en-guerre, qui sont prêts à aller casser la gueule à Poutine. Donc évidemment, il faut leur faire entendre raison et leur dire que ça n'est pas la vocation de cette organisation et qu'encore une fois, ça serait complètement contre-productif d'essayer d'engager un quelconque bras de fer militaire avec le Kremlin. Alors pourquoi évoquer l'Irak qui n'est pas dans l'OTAN ? Et oui, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, ça ne fait pas partie de l'OTAN. Néanmoins, l'OTAN est aussi un super laboratoire pour ce qui est très important pour les militaires, ça peut paraître un peu technique, la coordination de leurs opérations. C'est-à-dire que ce sont 27 armées qui, chaque armée a un mode de fonctionnement, de prise de décision, comment on forme un état-major, comment on se parle. Il n'y a pas que la langue, il n'y a pas simplement le fait de parler en anglais, il y a les manières de se déployer, de se projeter sur le terrain. Et petit à petit, au fil des décennies, eh bien, à force de travailler tous ensemble, de toutes les nationalités réunies, eh bien, un savoir-faire de l'OTAN s'est développé. Et aujourd'hui, quand la France, par exemple, réfléchit à participer directement au bombardement en Irak aux côtés des Américains avec les Britanniques, eh bien c'est au sein de l'OTAN qu'on peut préparer ce genre d'action, se coordonner de manière informelle. Mais l'OTAN sert à donner plus d'efficacité aux pays membres quand ils décident d'aller mener une action, même en dehors du cadre strictement de l'OTAN et une action qui peut se dérouler partout ailleurs. Ils ont l'habitude de travailler ensemble et ça leur sert aussi sur d'autres théâtres extérieurs. Et voilà, on en sait plus sur le monde qui nous entoure grâce à vous, Olivier Ravanello.